Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce premier live de la Guilde des Plumes, un grand angle avec notre invitée Laura Siboni. Alors on a intitulé ce grand angle Laura Siboni en pleine fantasia. Vous nous pardonnerez ce jeu de mots très facile puisque c'est le titre de son récent ouvrage, que vous pouvez peut-être voir à l'écran là, il apparaît pas très bien. Voilà, Fantasia Paris, paru chez Grasset. Laura, merci d'être avec nous. Merci beaucoup de me recevoir. On va passer donc une petite heure ensemble. Vous êtes donc connectés en live avec nous sur YouTube, sur LinkedIn, peut-être également sur X. Donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Ça viendra animer, alimenter cet échange avec Laura. Alors on va évidemment commencer par Fantasia. Alors Fantasia, c'est inclassable. C'est inclassable parce que alors d'ailleurs, Grasset a rajouté, contes et légendes de l'intelligence artificielle et je trouve que ça rend pas, tout à fait honneur à ton livre qui est à la fois, quelque chose de très pédagogique autour de l'évolution de la technologie et notamment de ce qu'est l'IA ou plutôt de ce que n'est pas l'IA. Mais il y a également beaucoup d'expériences personnelles. Tu as déjà 1000 vies, tu es très jeune, mais tu as déjà fait énormément de choses. Et donc, tu distilles tes expériences. Il y a quelque chose de très empirique aussi dans ton récit. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un essai? C'est à la frontière entre le réel et le fiction? Comment tu classerais ton propre ouvrage? Alors, quand je peux éviter de le classer, moi je préfère. Après, c'est sûr que pour savoir sur quel rayon de la librairie le mettre, c'est plus utile. Le mot qui fait consensus en ce moment, c'est essai littéraire, qui est une traduction d'un genre qu'on trouve plus dans le monde anglo-saxon, qui commence à se développer, qui est la narrative non-fiction. Et j'ai surtout voulu varier. Il y a certains moments, j'avais même l'impression de faire des exercices de style, parce que ce que je voulais faire, c'était raconter l'intelligence artificielle et donc montrer les différentes facettes. Et l'intelligence artificielle prend des visages très différents. Et donc, je l'ai exprimé à travers des récits, à travers des dialogues, des fables, des genres variés. Alors, effectivement, je pense que la dernière phrase que tu emploies, les genres variés, je pense que ça résume bien Fantasia. Fantasia, vous aurez également vu qu'il y a donc un jeu de mots avec IA, Fantasia, mais ça parle pas que d'IA, hein, Laura. Ça parle de la technologie d'une façon générale. Euh, c'est peut-être un livre qu'on pourrait recommander à tous ceux qui aiment la tech, mais sans non plus rentrer complètement dans les arcanes et les coulisses de ce qu'est la tech. C'est pas du tout ce genre d'ouvrage. C'est peut-être pour ceux qui aimeraient savoir quels seront peut-être les prochains usages et les transformations de notre société. C'est ça. Et là, on revient, Laura, peut-être à ton cœur de métier, si je puis dire, qui est le social, enfin le sociétal. C'est ça qui te plaît. Je crois qu'assez paradoxalement, j'ai écrit ce livre pour les gens qui ne s'intéressent pas à l'intelligence artificielle, parce que c'est ceux qui sont le plus influencés par l'IA, ceux qui pensent que ça ne les concerne pas. Une phrase que j'ai souvent de la part de ma grand-mère ou au salon du livre, c'est ah, ça parle d'IA, ah, c'est un truc de geek. C'est souvent perçu comme étant étranger, alors que justement, l'IA, c'est pas que ChatGPT. L'IA, c'est aussi ce qui nous évite d'être noyés sous les spams. C'est aussi ce qui va sélectionner l'information qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est aussi ce qui construit l'opinion de ma grand-mère, même si elle n'a pas d'adresse mail, parce que même sans avoir d'adresse mail, même sans avoir de compte sur les réseaux sociaux, elle discute avec ma tante qui tient la plupart de ses informations de Facebook, parce qu'elle va lire des médias qui, pour exister, ont besoin d'être référencés et donc vont être influencés. Évidemment, ce n'est pas 100%, hein, ce n'est pas une manipulation, les textes ne sont pas écrits par intelligence artificielle, mais il y a forcément une influence dans le choix des sujets, la manière de tourner les titres pour être référencés, pour exister en ligne. Et donc, moi, je voulais montrer toutes ces IA du quotidien, toutes celles qu'on a dans sa poche, dont on ne se rend même plus compte, et leur donner un visage, les raconter. Donc, finalement, c'est un livre qui s'adresse à ceux qui pensent que l'IA ne les concerne pas. Autant donc ton dernier ouvrage est inclassable, mais alors toi aussi tu es inclassable.
Parce que, alors déjà, j'ai dit que tu avais plein d'expériences, tu avais fait beaucoup de choses, tu as notamment travaillé pour Google. Aujourd'hui, d'ailleurs, tu vas nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui. Je crois que tu enseignes également, hein. Tu as une activité d'enseignement, de recherche également, si j'ai bien compris. Enfin bref, Laura, je vais te laisser nous raconter un peu qui tu es et où tu en es aujourd'hui. Ou plutôt qui je ne suis pas. Ouais. La première chose, c'est déjà que je ne suis pas ingénieure et j'ai pas du tout cherché à expliquer l'intelligence artificielle. Il y a des livres qui le font très bien. Moi, j'ai surtout cherché à la raconter. Et je suis pas ingénieure. Moi, à l'origine, je travaillais sur la recommandation en littérature. Ce qui m'intéressait, c'était comment est-ce qu'on sait qu'un livre va plaire à quelqu'un alors que cette personne ne l'a pas lu. Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à un livre? Pourquoi on s'attache à un livre à un moment donné et pas à un autre? Pourquoi ça va résonner à un moment de vie? Et donc, je réfléchissais je faisais ma thèse professionnelle sur comment est-ce qu'on pouvait recommander un livre. Donc, bien sûr, on peut demander aux gens, mais les gens vont plutôt vous répondre je ne sais pas, surprenez-moi. Donc, comment est-ce qu'on tourne l'étude, le questionnaire pour réussir à identifier ce que soi-même on sait faire, mais on ne sait pas expliquer comment. Et donc, c'est sur ce sujet que j'ai découvert le matching par similarité. Donc, j'ai découvert comment on pouvait mettre en relation deux bases de données. Et c'est maintenant ce que fait Netflix, c'est ce que fait Spotify. Les livres sont plus difficiles à vectoriser parce qu'on ne sait pas vraiment quelle dimension on observe. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va faire qu'on va aimer un livre ou pas. Mais donc, je me suis intéressée à l'intelligence artificielle et je l'ai surtout découvert de façon très visuelle grâce à Google Agriculture. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site et une application qui est gérée par une petite équipe au sein de Google et qui a accès à 8 millions d'œuvres qui ont été numérisées auprès des plus grands partenaires du monde, du MoMA, du Met, du musée d'Orsay, du musée de l'Ermitage. Et à partir de ces 8 millions d'œuvres, Google Agriculture va faire des expériences d'intelligence artificielle pour les mettre en relation, pour mettre en relation, par exemple, un selfie, son propre visage, avec les portraits qui font partie de la collection. Donc, trouver son sosie dans l'histoire de l'art. Et donc, c'est à partir de ces expériences que j'ai découvert par la pratique, de façon très concrète, ce qu'était et ce que n'est pas l'intelligence artificielle, et que j'ai commencé ensuite à l'enseigner d'abord à HEC, donc avec un cours qui s'intitulait côté jeu de mots, il était pas mal, il s'appelait Artificial, puisque l'idée c'était de montrer ce qu'était l'intelligence artificielle à partir d'une base de données artistique. Donc essentiellement des œuvres numérisées par Google Agriculture. Et puis ça a mené à plein d'autres enseignements parce que aujourd'hui, on ne peut pas seulement avoir une vision ingénieure de ce qu'est l'intelligence artificielle. Il ne suffit pas de comprendre les mécanismes techniques parce que c'est des technologies qui ont trop d'impact sur le monde, qui sont porteurs d'enjeux sociaux, qui sont porteurs d'enjeux gigantesques. Et donc, lorsqu'on enseigne sur l'intelligence artificielle, forcément, il y aura les questions de propriété intellectuelle, les questions de comment est-ce qu'on collecte les données, les questions de que représentent ces données et qu'est-ce qu'on peut en faire, du rôle de ces données dans la manipulation de l'information. Et donc, il y aura forcément des enjeux qui émergeront. Et donc, on ne peut pas éviter aussi ces questions. Et c'est pour ça que l'enseignement, en partant de qu'est-ce que l'intelligence artificielle, illustrons-le sur des bases de données, très visuelles, très artistiques, est devenu un enseignement plus général de l'IA, ses concepts, ses enjeux, ses promesses, et a donné naissance à Fantasia. Alors justement dans Fantasia, il y a un fil rouge, hein, c'est la donnée. Systématiquement, en fait, tu expliques, pas forcément pour l'IA, mais pour tout en tout cas, parce que là tu parlais notamment, tu faisais une allusion aux réseaux sociaux, et il y a notamment tout un passage sur les bulles de filtre qui est écrit avec beaucoup de finesse. C'est que, en fait ce diktat, de la donnée, il est en train en tout cas, de s'installer avec notre plein consentement. C'est ça aussi la liberté à l'ère de l'IA. Je pense que la première question, c'est déjà qu'est-ce que c'est que la donnée? Mmh. Et c'est pour ça que j'ai essayé de l'illustrer, parce que les données, c'est nous.
Les données, c'est notre visage quand on déverrouille son iPhone avec Face ID. Les données, c'est nos préférences. C'est notre historique de navigation, ça peut être notre géolocalisation, ça dit énormément de choses sur nous. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de l'affaire Cambridge Analytica et de ce qu'elle disait sur toutes ces données, toutes ces traces qu'on laisse en ligne, et puis de la manière de croiser ces données. Et puis que ça ne nous a pas assez interrogé aussi sur la valeur de ces données. Souvent, les gens sont assez étonnés d'apprendre que lorsqu'on remplit un CAPTCHA, en fait, on entraîne des algorithmes qui, après, peuvent être réutilisés. Par exemple, lorsqu'on clique sur les lampadaires dans cette image, ça peut aider à entraîner des algorithmes qui vont après être embarqués sur les voitures autonomes. Et donc, on contribue tous à cette économie de la donnée sans forcément en voir la valeur et sans en voir aussi les risques. Donc, pour moi, la première chose, c'était important de montrer ce qu'étaient ces données, de les illustrer, parce que données, c'est un mot très, très abstrait. Ça peut être beaucoup de choses, et donc je voulais l'illustrer. Et puis, laisser ouverte aussi la réflexion sur qu'est-ce qui n'est pas de la donnée, qu'est-ce qu'on ne peut pas mesurer. Est-ce qu'il y a des choses qui échappent à cette mesure? Est-ce que lorsque il s'agit de recommander un livre, par exemple, on sait recommander à partir de la donnée. On peut même aujourd'hui, à partir des 3 ingrédients que vous avez dans votre frigo, recommander, voire générer une recette de cuisine. Mais pour recommander de la littérature, pour recommander un livre qui va être comme un ami qui va vous suivre, avec lequel il y aura une résonance qui va changer votre vision du monde peut-être, pour recommander de la littérature au-delà de l'écriture, ça on ne sait pas faire parce qu'on ne sait pas quelle dimension observer. Et donc, en parlant de la donnée, on s'interroge aussi sur finalement qu'est-ce qu'on ne peut pas mesurer, qu'est-ce qui échappe encore, qu'est-ce qui ne peut pas rentrer dans une base de données. Pour ceux qui nous suivraient en live ou peut-être qui nous écouteront en podcast, vous dites: «Ouh là là, ça y est, qu'est-ce qui se passe à la Guilde des Plumes? Ils sont en train de nous faire un live sur la tech». Ne vous en faites pas. C'était pour mieux rentrer donc dans Fantasia. Donc le livre est découpé en chapitres. Alors à chaque fois, il y a toujours des intitulés en tout cas moi qui m'ont beaucoup fait sourire. Un des premiers chapitres, c'est Au bruit des bots, donc BOTS, imaginaire de l'intelligence artificielle, où tu racontes en fait comment, en tout cas, tout est né, hein, tout s'est accéléré. Et il y a un autre passage justement qui est en lien avec la data, qui s'appelle Première loge pour l'apocalypse, les 10 plaies de l'intelligence artificielle, et qui commence par une citation de Sam Altman. Donc Sam Altman, si vous ne le connaissez pas, c'est le PDG d'OpenAI, donc qui est l'entreprise qui a lancé, enfin qui a développé, qui a lancé ChatGPT. Et donc sa citation, c'est: les animaux, nous inclus, sont juste programmés pour essayer de survivre et de se reproduire, et pourtant des choses extraordinairement belles et complexes en résultent. Ce qui montre à la fois le cynisme, mais aussi, tu vois, la capacité de rebond incroyable de ces gens de la tech, sachant que Sam Altman, pour le coup, c'est pas du tout un ingénieur, un dev, c'est plutôt un marketeur de génie, quoi. Et tu commences donc ce chapitre par: il y a des drames dans la vie d'un data scientist. Et c'est donc dans ce chapitre où tu interviews un data scientist qui se révèle être un petit peu plus loin Camille. Alors je sais pas comment tu dis, Nous, Nous. En fait, Caminus, c'est un nom qui, vous pouvez chercher d'ailleurs sur Wikipédia, il a sa propre page. C'est un nom qui a été utilisé par un collectif de scientifiques justement pour dénoncer le fait que les papiers scientifiques pour dénoncer la propriété intellectuelle en matière scientifique, le fait que les papiers sont rarement attribués à leur véritable auteur, et pour militer pour plus d'inclusivité aussi dans la science, et de mieux citer les réels auteurs des papiers
et pas leur directeur de thèse. Alors, bah, écoute, en tout cas, c'est réussi, et donc tout ce chapitre est en fait un échange avec donc, Camille Nouss, que tu ensuite appelles le docteur, Nouss, et donc, un de mes passages préférés, c'est celui où effectivement où tu parles de Cambridge Analytica. Je vais juste vous en lire quelques lignes, vous allez, pouvoir voir un peu le style de Laura. Hem, Après, il ne faut pas s'étonner si des Cambridge Analytica se servent. On leur a tout apporté sur un plateau d'argent. D'ailleurs, Cambridge Analytica a souligné un autre problème, les bulles de filtre. Joli nom pour un tel fléau. L'intelligence artificielle reconnaît et reproduit des schémas. Elle sait ce qu'on aime ou ce qu'on pourrait aimer, et finit par ne plus nous exposer à quoi que ce soit d'autre. Condamné à tourner autour de notre nombril, et je suis toujours surpris quand je vois le fil d'actualité d'un ami. On a plus ou moins le même parcours, on habite au même endroit, et pourtant ça n'a rien à voir. Il vit dans un monde que je ne connais pas, et réciproquement. Alors bien sûr, si quand vous aimez des articles de droite, on vous montre de plus en plus d'articles de droite, et si votre voisin est plutôt de gauche, au bout d'un moment, ça va se radicaliser. Je fis une grimace désemparée. Effacement de la vie privée, bulle de filtre, vous n'êtes pas très optimiste sur l'avenir de l'IA. Vous pensez qu'on devrait l'interdire? L'interdire? À quoi bon? De toute façon, ça existait avant l'IA. Les commérages, les inquisitions, c'est vieux comme le monde. L'ennui, c'est que l'IA amplifie le phénomène et y ajoute une crédibilité nouvelle. L'image eut l'air de l'inspirer. Il comptait, levant un doigt pour chaque fléau. Ça ne fait que 3. Mais je suis sûr qu'on peut atteindre les 10. Voyons. Avec ChatGPT, le danger le plus imminent dans mon domaine est le hacking. N'importe quel ingénieur un peu dégourdi peut désormais lancer des attaques informatiques. Le nombre de cyberattaques a déjà doublé pendant le Covid. Là, on peut s'attendre à une déferlante, etc., etc. Donc, quand on disait que tu mélanges les styles, là, tu es sur un dialogue. On se croirait en fait dans un roman, enfin, dans une narration, avec donc cette rencontre avec ce docteur Nous, qui, vous l'avez bien compris, en fait, est un alias. J'avais noté que ton livre était présenté comme une symphonie de textes. Et c'est beau ça, une symphonie de textes. C'est vrai qu'il y a une musicalité. Et est-ce que tu l'as écrit comme une partition, justement? Et c'est très flatteur et déjà merci beaucoup pour une très belle lecture et pas facile parce qu'il s'agissait d'un dialogue. Et je pense que la question des voix, oui, c'était important qu'il y ait plusieurs voix pour parler de l'intelligence artificielle, plusieurs instruments quelque part, parce que je voulais pas juger. Je pense que c'est un ensemble de technologies qui change des secteurs beaucoup trop variés et qui est beaucoup trop ambigu pour qu'on ait une seule opinion dessus. Et donc, je voulais plus faire entendre le concert des différents instruments sur l'intelligence artificielle. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est une symphonie. C'est pour ça aussi que je donne jamais une opinion personnelle. C'est pas un essai dans ce sens-là, c'est plus un essai littéraire, puisque c'est pas, par exemple, dans ce chapitre, dans Première loge pour l'Apocalypse, j'ai pas écrit un dialogue réel, parce que il y a des journalistes qui font déjà d'excellentes interviews, et que le fait de passer par la fiction pour révéler une conversation qui aurait pu être réelle, ça permettait d'ajouter plus de densité et de mieux opposer les différentes visions, les différentes voix de l'intelligence artificielle. Encore une fois, on le dit, hein, enfin, en tout cas, je le dis, pardon, je dis on, mais en fait, je m'exprime en mon nom. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire Fantasia, donc je ne peux que le recommander. On apprend beaucoup de choses, on sourit aussi beaucoup. Voilà, je pense que tu t'es amusé à l'écrire, et justement, c'est là, on bascule à la deuxième partie de ce live où on va peut-être, si tu le veux bien, parler de ton rapport à l'écriture, parce que ce n'est pas ton premier ouvrage publié. Hein, c'est pas la première fois effectivement que tu publies. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ton rapport à l'écrit, et puis à quel moment t'est venue l'idée, ou en tout cas c'est présenté l'opportunité de pouvoir être publié? C'est une longue histoire pour Fantasia, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'écris. Les premiers livres que j'ai publiés, c'était de la littérature pratique, sur la prise de parole. Et pour moi, les deux sujets sont très liés, prise de parole et écriture, parce qu'il s'agit toujours de révéler son style. Ce que m'a appris le discours, notamment les concours d'éloquence, c'est à lâcher prise sur le perfectionnisme, de trouver le mot exact et finalement de parler pour soi.
parce qu'un discours, ça demande de prendre en compte le public, de parler au public, de s'adapter au rythme du public. Le bon orateur, c'est celui qui est capable de dire à vos souhaits à quelqu'un qui éternue dans la salle sans perdre le fil de son discours. C'est celui qui est capable d'avoir cette interaction avec le public sans être non plus dans une disposition servile envers lui. Donc d'apporter quelque chose tout en étant à l'écoute. Et c'est cet équilibre que je retrouve dans l'écriture. Donc ça, c'est le lien que je fais entre la prise de parole et l'écriture. Et puis, il y a tout ce que je n'ai pas publié aussi. Il y a des romans. Mon premier roman sur l'intelligence artificielle a été écrit en 2018 et c'est lui qui m'a permis de faire publier Fantasia. En fait, c'est, je pense, une question qu'on s'est tous posée, surtout à la Guilde des Plumes. Pourquoi écrire après Victor Hugo, après Balzac, pourquoi qu'est-ce qu'on peut encore apporter? Et ce qui me semblait le plus contemporain, le plus propre au monde que n'ont pas pu connaître Hugo et Balzac, ça me semblait être cette explosion de la donnée. Le fait que les chiffres sont absolument vertigineux. Aujourd'hui, on produit plus de données en un an qu'on en a produit entre l'aube de l'humanité et les années 2010. Aujourd'hui, la quantité de données produites se mesure en zétaoctets. On en perd les ordres de grandeur. Et ces données, en fait, c'est toutes les opportunités qu'on a, toutes les possibilités de rencontres, de missions, de découvertes, toutes les informations qu'on reçoit en permanence. Aujourd'hui, on peut rencontrer avec les réseaux sociaux plus de personnes en une journée que mes grands-parents n'en ont rencontré en un an. Et on peut être complètement inondé par l'information, recevoir, mais à la minute même, ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Et donc, ça me semblait le plus caractéristique du monde contemporain, cette explosion de la donnée, qui est donc aussi une explosion des choix, des possibilités de rencontres, des chemins qui s'ouvrent à chacun, et qui va jusqu'à créer de nouveaux caractères. Et donc ça, c'est ce que j'ai voulu décrire dans mon premier roman, dans Lab, un personnage qui peut tout faire. Et si bien qu'il passe de l'un à l'autre, d'une rencontre à une autre, d'une mission à une autre, jusqu'à oublier ce qu'il cherche à l'origine. Et je ne vais pas révéler la fin, mais c'est le mode comique et fantastique. Et donc, il travaille pour un institut d'études qui cherche à améliorer les assistants vocaux. Les assistants vocaux, c'est Google Assistant, c'est Siri. C'est des assistants qui peuvent faire plein de choses, donner des trajets optimisés, faire des recherches Internet, lancer une musique, etc., qui peuvent faire plein de choses, mais qu'on n'utilise pas tellement. On est complètement sorti de l'ère de l'assistance, et donc lui, il se demande, mais qu'est-ce qui fait qu'on préfère parler à un humain qu'à une machine? Donc finalement, quel est le propre de l'homme? Et donc, j'avais écrit ce roman en 2018. Lorsque je l'avais soumis à Grasset, on m'avait dit que j'étais d'une impatience puérile. Parce que c'est vrai que c'était tôt pour parler d'intelligence artificielle. Google était dans l'année qu'ils avaient justement surnommée l'ère de l'assistance, où ils étaient à fond sur les Google Home. Et donc, 2018, c'était tôt, mais on a gardé le contact. Et puis, je m'étais amusée avec une amie que je remercie, Sarah Dury. On avait fait une petite chaîne de Markov, donc vraiment une forme très, très simple d'intelligence artificielle, si on veut. Enfin, bon, en l'occurrence, beaucoup plus de statistiques, qui permet de générer une chaîne de mots à partir de la chaîne de mots précédente, sur un algorithme qui a été entraîné sur une base de données. Et donc, en l'occurrence, je l'avais entraîné sur la base de données de celui qui est en ce moment mon éditeur, de Joachim Schnerf, qui a écrit plusieurs romans. Et donc, ça permettait de générer un texte dans son style, où on reconnaissait son style, on reconnaissait les rapports statistiques entre les mots, mais sans que ça veuille rien dire. Et ça, c'est très drôle, et je pense que ça a souligné
pour nous deux quel était le rôle que l'intelligence artificielle pouvait jouer. Et donc, ça a donné naissance à l'idée de Fantasia déjà en 2020. Donc ça, c'est la naissance de Fantasia. Et puis, j'ai écrit d'autres romans, toujours à partir de cette idée de l'explosion de la donnée et des capacités de stockage, parce qu'il n'y a pas seulement les personnages qui vont passer de l'un à l'autre jusqu'à ne plus savoir ce qu'ils veulent, vivre, une fois j'avais un ami qui avait surnommé ça le FOMO existentiel, la peur de manquer quelque chose devant cette surproduction de possibilités. Il y a aussi les gens qui vont plus se refermer sur ce qu'ils connaissent déjà, sur le passé. Donc ça a donné un autre roman qui s'appelle Old Europe's Club, d'un personnage qui vit dans l'indécision devant tous ses choix possibles et l'indécision volontaire. Alors, de toute façon, Laura, si certains et certaines souhaitent en savoir davantage à ton sujet, il y a tu as un site internet, donc lauraciboni.com, tout simplement, qui est très bien fait et qui te ressemble, enfin, pour te connaître maintenant un petit peu, qui te ressemble, parce que on voit que tu es quelqu'un de très généreux. C'est vrai que l'écriture, en tout cas, quand on se lance, parce que là, on est dans le roman ou tu vois, dans la fiction, dans l'essai, c'est quelque chose de solitaire, mais pour autant, tu n'oublies pas de citer d'autres auteurs, d'autres blogs, tu vois, que tu appelles les amis qui écrivent. Et d'ailleurs, sur ton site, tu vois, il y a écrit les amis qui écrivent, allez rendre visite à Alexandre et sa newsletter, Benjamin, Brigitte, Fabien, etc., etc., etc. Et tu termines en écrivant, et tous mes encouragements à ceux qui écrivent en secret ou n'osent pas encore publier en ligne. Je trouve que c'était très élégant de ta part aussi de le formuler de cette façon. Et justement, donc tu vois, en naviguant sur ton site, j'ai vu que tu avais également une activité alors de communicante, si je puis le qualifier comme ça, mais tu proposes en tout cas tes services de ghostwriting dans le cadre d'écriture de discours ou d'écriture tout court. Donc tu as un profil sur une plateforme en tout cas de freelance. Et donc justement sur ces sites-là, on a toujours un endroit où on se présente. Et donc Laura, en quelques mots, c'est si votre vie était un roman, quel titre lui donneriez-vous? Et tu réponds, je prendrais un nom aussi impossible que mon parcours, Gratwanderung en allemand, qui signifie l'équilibre dans l'oscillation, la corde tendue entre deux contraires. Alors là, il faut que tu nous expliques, Laura, parce que au-delà de l'allemand, je pense qu'on est en plein schisme là. Oui, je vois qu'il y a des descriptions que je devrais mettre à jour. Gratwanderung, c'était le titre original de ce qui s'appelle maintenant Old Europe's Club, donc d'un manuscrit sur ce personnage qui vit dans l'indécision choisie. Et en allemand, la Gratwanderung, c'est, alors mot à mot, Grat c'est la corde et Wanderung c'est la randonnée. Gratwanderung, c'est le fait de marcher sur la corde raide. Et ça décrit pour moi tous ces personnages qui vont hésiter entre deux extrêmes. Entre le noir et le blanc, ils ne veulent pas le gris, ils veulent le noir et le blanc. Et ça me semblait aussi être le versant du personnage de Lab, un autre versant, un autre personnage très contemporain. Et c'est aujourd'hui les profils dont on a besoin dans l'intelligence artificielle, c'est des profils capables d'être à l'aise aussi bien dans la tech que dans ses enjeux, capables de passer entre les deux extrêmes, si on peut dire. Et donc, c'est surtout ce concept. Alors, j'aime beaucoup les concepts allemands intraduisibles. Donc ça doit être l'héritage de ma licence de philo. Mais celui de Gratwanderung, je l'aime beaucoup parce qu'il exprime une idée que j'avais du mal à formuler, qui est cette oscillation entre deux extrêmes. Et donc, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi pour décrire mon parcours, puisque j'ai souvent essayé de tenir deux fils en même temps. Et j'encourage d'ailleurs tous les gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle
aujourd'hui à suivre des doubles cursus, parce que le double cursus non seulement apporte les 2 compétences, les 2 cursus, mais en plus de ça apporte aussi des soft skills, beaucoup de flexibilité. Mon premier double cursus, je l'ai suivi à la Sorbonne en philosophie et à Sciences Po en sciences sociales, et les 2 s'enrichissaient beaucoup. Au-delà déjà de la multiplication des sujets, au-delà de ça, on n'a pas le même rapport avec les professeurs à la Sorbonne ou à Sciences Po, on n'a pas exactement le même rapport avec les camarades. On va pas à la Sorbonne, on nous apprend à faire une dissertation en 3 ans. Et à Sciences Po, on nous apprend beaucoup plus à faire des essais et à développer une opinion plus personnelle, souvent plus engagée aussi. Et donc, le fait d'avoir les 2 cursus aidait à développer je pense qu'aujourd'hui, on parlerait d'intelligence émotionnelle, ou en tout cas cette flexibilité d'esprit qui permet de passer d'un milieu à un autre, encore plus que d'une discipline à une autre. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de garder parce que j'ai toujours trouvé très artificiel les distinctions nettes qu'on fait entre les disciplines, entre les lettres et les sciences, surtout aujourd'hui où des technologies comme l'intelligence artificielle sont porteurs de tellement d'enjeux globaux et d'enjeux humains, nous posent tellement de questions qui redonnent leur actualité à des vieilles questions philosophiques. Aujourd'hui, à l'heure où on peut générer des textes qui nous font ressentir des émotions, on est obligé de se demander mais quel est le propre de l'homme, de se demander qu'est-ce que ça veut dire créer, de se demander, vieille question de la philosophie aussi, quel rôle pour le travail quand on peut automatiser la majeure partie des tâches. Et donc, c'est des technologies aujourd'hui qui nous forcent à nous reposer des questions philosophiques. Et donc, je trouve que ces distinctions qu'on fait traditionnellement entre les disciplines n'ont plus beaucoup de sens. Et c'est pour ça que je voulais mettre en valeur la Gratwanderung, donc la capacité à passer d'un extrême à l'autre, à faire dialoguer les disciplines. En tout cas, merci. Alors, pour ceux qui ne maîtrisaient pas la langue allemande, je pense qu'on a appris un mot. Et tu nous parlais de philosophie, donc c'est là où on y arrive. C'est pourquoi on a besoin de philosophie dans notre monde hyper pragmatique, hyper tech, hyper raisonnable et peut-être raisonné. Je pense que la question, c'est pas tant pourquoi est-ce qu'on a besoin de philosophie, mais pourquoi est-ce que ça existe encore dans Ah notre oui. monde hyper raisonnable, hyper raisonné. Et si ça existe encore, c'est probablement que ça a une raison d'être. Et cette raison d'être de la philosophie, alors un réflexe de philosophe, enfin d'étudiant en philosophie plus exactement, un réflexe, ça serait d'aller chercher l'étymologie et de vous dire finalement c'est d'aimer le savoir, donc d'aimer comprendre et surtout de comprendre pour le livre de Vivien Garcia, non pas précisément ce qu'est l'intelligence artificielle, parce que c'est pas un manuel tech, même s'il nous apprend énormément de choses sur le fonctionnement des LLM et qu'il est absolument pas naïf sur les rouages de l'IA, mais surtout comment la penser comme objet technique, comment penser un monde dans lequel l'information va être curatée, sélectionnée par intelligence artificielle, et qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique d'avoir recours à des statistiques améliorées plutôt qu'à des lois physiques? Qu'est-ce que ça implique d'avoir recours à des technologies qui souvent vont avoir un effet boîte noire si on ne sait pas, par exemple, quand on reconnaît un visage, on peut reconnaître un visage entre 1000, mais on ne saura pas redresser le portrait robot. On ne saura pas dire voilà quelle est la taille du nez, l'écartement entre les yeux, etc. Donc, on n'a pas forcément l'algorithme d'un visage qu'on sait pourtant reconnaître. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans un monde où on sait faire des choses, mais on ne sait pas expliquer comment on les a faites? Et donc, si la philosophie existe encore, c'est justement pour penser ce monde dans lequel on dépend aujourd'hui tous de différentes formes d'intelligence artificielle. Comment penser cette technologie qui peut prendre autant de visages? Pour conclure donc ce grand angle et donc revenir à l'écriture et ton rapport à l'écriture, quel conseil tu pourrais donner? Donc j'ai dit les apprentis sorciers de l'écriture, mais peut-être ceux, tu vois, qui ont une activité
on va dire pour l'instant, assez solitaire de l'écriture, qui, peut-être, c'est une passion à côté de leur vie personnelle et professionnelle ou peut-être que justement, comme c'est le cas au sein de la Guilde des Plumes, on a des indépendants, des plumes indépendantes, qui à côté se disent: «J'aimerais aussi écrire pour moi» et qui, peut-être un jour auraient, l'ambition secrète, d'être publiés. Je ferai la différence dans ce cas entre écriture et littérature, tout comme on fait la différence entre le bien-être, le développement personnel et le bonheur. Pour l'écriture, on peut donner des conseils. Pour la littérature, c'est probablement une émergence et pour laquelle je suis absolument pas légitime à donner le moindre conseil. Mais pour l'écriture, déjà, la première chose, c'est de cultiver son optimisme, parce qu'il en faut beaucoup. Lorsqu'on se lance dans des projets longs, quels qu'ils soient, et qui sont souvent assez ingrats, en tout cas pour ce qui est de la reconnaissance extérieure, c'est de s'amuser. L'assistant de mon éditeur avait eu cette phrase à propos de Fantasia. Il disait: Laura Siboni, elle ose tout. Donc, j'ai décidé d'en faire ma devise. J'ai dit: oui, c'est à ça qu'on me reconnaîtra. C'est vraiment d'oser, parce que quel risque on prend en mettant des mots sur du papier, surtout aujourd'hui. Donc, moi, je voulais surtout, enfin, là, dans mon nouveau roman, j'écris un roman qui n'a absolument rien à voir, qui porte sur la Révolution de février 1917. Et j'avais un doute sur un chapitre, mais j'ai juste cherché à l'écrire et à me dire après, est-ce que je le garde ou pas. Donc, c'est vraiment de ne pas hésiter à poser sur le papier, parce qu'il y a une forme de magie aussi à poser les mots sur le papier, à les voir exister, à se laisser guider par le mouvement de la main, par le rythme du clavier. Et souvent, le fait de faire exister, de sortir de sa tête une phrase, va permettre de dérouler le fil de ce qui était contenu. Donc, c'est probablement assez pauvre de vous dire le meilleur conseil d'écriture, c'est d'écrire. Mais c'est surtout d'oser écrire, de ne pas se limiter, d'écrire même si c'est mauvais, déjà pour que ça existe, pour pouvoir le juger. Voilà, on juge quand même mieux les choses qu'on a sorties de sa tête. Donc, c'est vraiment de ne pas être radin sur le papier et de ne pas être avare. Ça peut bien sûr être à l'écran, mais de ne pas hésiter à écrire. Et puis, ça peut aider, peut-être pas pour toutes les personnalités, mais si j'ai mentionné sur le site beaucoup d'amis qui écrivent, c'est aussi parce que d'avoir des rendez-vous réguliers avec d'autres personnes qui écrivent, c'est un soutien, c'est un moyen de se prouver qu'on est réellement dans une démarche d'écriture et qu'on veut faire advenir pas seulement quelques pensées qu'on pose sur le papier, mais des pensées qu'on va lier ensemble. Ça se retrouve dans l'étymologie, même texte a la même étymologie que tissu. Et lorsqu'on commence à obtenir un texte, c'est qu'on a lié ensemble des idées, des images. Et donc, il y a eu cette création qui va au-delà de la génération. On n'a pas juste mis des mots les uns à la suite des autres, mais on a cherché à faire advenir quelque chose de neuf et qui a de la valeur. Et donc, ça aide de pouvoir le partager dans des groupes d'écriture, dans des groupes d'amis. Voilà. Même si c'est pas, il faut certainement pas attendre d'avoir des retours très détaillés. Il faut sortir, je pense, de cette idée très scolaire qu'il y a des bons textes, des mauvais textes. Bien sûr, on peut améliorer son texte, mais l'améliorer, ça veut dire le rendre plus sincère, plus authentique et plus aligné avec ce qu'on veut exprimer. Et je me rends compte que je suis assez vague en vous parlant de ça, parce qu'il y a beaucoup d'écritures différentes. Et c'est pour ça que si je devais tout résumer en un seul conseil, ça serait... moi, il y a un livre qui
qui résume pour moi très bien ce qu'est l'écriture. C'est le portrait d'un ami qui s'appelait Moi, d'André Mauroy, ou les podcasts d'André Mauroy, puisqu'il était aussi homme de radio et il a beaucoup parlé de son processus d'écriture, où lui ne va pas donner de conseils en écriture, mais il va raconter comment il s'est orienté vers l'écriture à partir de la vie, à partir de son expérience comme chef d'entreprise, puisqu'il dirigeait une entreprise familiale de fabrication de draps, avant de devenir l'écrivain qu'on connaît ou qu'on connaît d'ailleurs peu aujourd'hui, académicien, auteur de merveilleux romans, de biographies littéraires, parce que cette question de l'écriture l'a beaucoup préoccupé et il a beaucoup cherché à faire des biographies de George Sand, des Trois Dumas, de Balzac, de Shelley, des biographies où il montre comment on devient écrivain, quelque part, et il le montre à hauteur d'homme. Lorsque Mauroy écrit une biographie, il ne va jamais se mettre dans la position de celui qui connaît déjà l'histoire. Il va décrire George Sand avant qu'elle ne devienne écrivain, et sans nous laisser présager de ce qu'elle deviendra, parce qu'elle-même ne le savait pas à l'époque. Donc là, le meilleur conseil d'écriture, c'est de lire. Et en l'occurrence, je recommande particulièrement André Mauroy, aussi bien les textes autobiographiques que ses biographies d'écrivains. Écoute, merci Laura pour ces conseils quand même. Ça reste des conseils. Tu l'as mentionné rapidement tout à l'heure, mais tu as créé l'école de la parole. Donc là, on va dire, on sort de l'écriture, mais ça rejoint le conseil que tu donnais tout à l'heure, qui est celui de oser. Voilà. Oser écrire, mais c'est aussi oser prendre la parole, oser exister quelque part. Et d'ailleurs, donc sur le site de l'école de la parole, tu mets une citation d'Oscar Wilde où tu dis: «Soyez vous-même, les autres sont déjà pris». Enfin, donc c'est Oscar Wilde qui écrit ça. Je pense notamment, et donc tu l'écris sur ton site, aux grands timides. Voilà, donc, mais est-ce que les grands timides, finalement, ce ne sont pas des perfectionnistes? Tu vois? Est-ce que et on retrouve aussi ces perfectionnistes dans l'écriture, tu sais, ceux qui ont le manuscrit, qui ont leur texte, qui gardent précieusement. Alors c'est pas du tout, jalousement, c'est précieusement, en se disant: «En fait, je ne suis pas légitime, je ne suis pas crédible et je n'ose pas encore le faire lire à quelqu'un d'autre, parce que c'est pas suffisamment parfait». Mais la perfection n'existe pas, même pour les IA. Alors, je recommande surtout pas de rendre public un texte dont vous n'êtes pas satisfait. Mais ce que m'a appris la prise de parole, c'est que la timidité, ça n'existe pas. Il y a plein de formes de timidité. Il y a des gens qui vont être très à l'aise face à une salle de 500 personnes, pourvu qu'ils ne connaissent personne, mais qui vont perdre leurs moyens quand ils sont dans une réunion de 12 personnes et qui savent qu'ils reverront les mêmes têtes le lendemain. Et donc, il y a plein de formes de timidité. Il y a le perfectionnisme, c'est jamais assez bien. C'est des gens qui, à l'oral, vont devoir tout écrire mot à mot. Évidemment, ce n'est pas le meilleur moyen de créer un lien avec le public. Mais il y a aussi le sentiment d'un manque de légitimité, des gens qui ne veulent pas prendre la parole parce qu'ils ne se sentent pas assez légitimes, ils ne se sentent pas le droit d'avoir une opinion, ils ne se sentent pas assez experts. Voilà. C'est des gens qui vont tout à fait parler de leur champ d'expertise, par exemple, mais qui vont avoir du mal à prendre la parole sur d'autres sujets. Il peut y avoir de la réserve aussi, c'est juste ne pas s'autoriser à parler, même lorsqu'on aurait envie de le faire, ne même pas s'autoriser à se dire qu'on aurait envie de parler. Ça, il n'y a que les adultes qui parlent à table, on écoute le chef de famille, enfin. Donc, il y a plein de formes de timidité, et en effet, le perfectionnisme en est une. Et c'est lorsqu'on est à l'écrit, c'est-à-dire lorsqu'on peut prendre le temps de soigner chaque mot, et vient cette question de finalement qu'est-ce qu'on veut exprimer. Et il ne s'agit pas d'exprimer forcément un message dans le sens une thèse, mais de faire passer sous une forme différente ce qu'on ressent et qui est probablement au-delà des mots. Et
là, je me rends compte qu'un live LinkedIn n'est probablement pas le bon moyen, justement, d'exprimer c'est une recherche par tâtonnement, une recherche qui vaut parce que c'est une recherche, beaucoup plus que par son but. Et donc, pour moi, le processus d'écriture, c'est cette recherche. Et donc, évidemment, dans ce cas, la perfection ne peut pas exister puisque le but, on ne l'atteint jamais. Là, depuis quelques mois, je fais des salons du livre pour la promotion de Fantasia, et donc je rencontre aussi beaucoup plus d'auteurs contemporains que je ne rencontrais auparavant. Et en échangeant avec eux, je suis quand même bluffée très étonnée de voir que la plupart des écrivains ont toujours un nouveau livre en cours. J'avais cette idée très naïve auparavant que une fois qu'on avait exprimé ce qu'on avait à exprimer, une fois qu'on avait fait son livre, on pouvait s'arrêter là et faire autre chose. Et en fait, ils sont très rares, les écrivains qui n'ont écrit qu'un livre, qui n'ont fait qu'une chose et qui ont dit, voilà, c'est abouti, maintenant je peux passer à autre chose. Et ils sont assez rares. Et je pense que ça vient de cet inachèvement de l'écriture, du fait que lorsqu'on a écrit une histoire, c'est justement par le processus de l'écrire qu'on a sorti des choses qui vont mener à d'autres. Et c'est souvent en écrivant un livre qu'on va avoir envie de le poursuivre, de continuer. Et c'est assez instructif de voir les parcours d'écrivains, de regarder la logique de leurs œuvres. C'est là qu'on comprend pourquoi c'est intéressant de voir des œuvres complètes, parce que c'est là qu'on voit s'exprimer le mieux cette quête qui ne peut pas avoir d'achèvement. Enfin, en tout cas, si vous avez des noms, là, à part Rimbaud, il y en a très peu qui me viennent à l'esprit, de gens qui ont fait leur œuvre et qui ont réussi à passer à autre chose. Et qui se sont dit, voilà, là, c'était parfait, achevé, et c'est fini. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire. Est-ce que tu le ressens, toi, Laura, ce sentiment d'achèvement Non, justement, moi là, je suis déjà dans un autre livre et sur complètement un autre sujet. De toute façon, un sentiment d'achèvement lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'un domaine qui évolue tellement vite, qui prend des formes tellement différentes. Depuis les gadgets qu'on voyait il y a 2 ans jusqu'aux IA génératives qui il ne se passe pas une semaine sans qu'on voit apparaître sur X une nouvelle IA de génération de vidéos. Et c'est un domaine qui va tellement vite, déjà technologiquement, mais ensuite par son adoption et ses usages qui se multiplient tellement que je ne pense pas qu'on puisse pour l'instant parler d'achèvement dans l'IA. Et puis d'achèvement dans l'écriture, non, parce que lorsqu'on y réfléchit, se connaître soi-même, c'est extrêmement difficile, bien sûr, surtout c'est impossible. Et ça demande, se connaître soi-même, ça demande d'avoir déjà de se regarder, d'oser se regarder, de savoir ce qu'on regarde, donc ce qu'on veut exprimer. Souvent, la fiction va permettre de mieux révéler cette vérité intérieure. Dans le livre, j'ai essayé de faire la distinction, désolée de repasser encore par les langues étrangères, la distinction justement sur ce mot de vérité. Parce qu'en français, on parle aussi bien de la vérité intérieure d'une chose que de la vérité au sens de la concordance avec les faits. Alors qu'en russe, il va y avoir 2 mots pour dire ça. Il y a la pravda, qui est la vérité objective. Et puis, il y a le mot que va plus utiliser Dostoïevski, ou qu'utilisent les orthodoxes russes, qui est la vérité intérieure, la vérité de ce à quoi on veut croire. Et d'ailleurs, quand on regarde dans Dostoïevski, je crois qu'il utilise, j'ai plus les statistiques en tête, mais enfin, le mot qu'il utilise majoritairement pour parler de la vérité, c'est l'istina. Et cette istina, cette vérité intérieure, c'est la recherche de la littérature.
Très bien. Bon, on pourrait aussi, mentionner la vérité avec un grand V, au sens religieux du terme, mais là aussi, il faudrait qu'on se lance dans un nouveau live ou en tout cas dans plusieurs. Laura, encore un immense merci d'avoir passé ce moment de fantasia avec nous. Hem et d'ailleurs peut-être la toute dernière question. Laura, est-ce que tu utilises les IA génératives pour écrire? Pour écrire, le roman, non, je pense que je pourrais le faire, mais ça m'intéresse pas. Pourquoi remplacer, ce qu'on aime déjà faire? Et par contre, oui, ça m'arrive surtout pour faire des mails de refus parce que ça, c'est pas une chose, très agréable. Enfin, je déteste, dire non. Et l'IA sait quand même très bien tourner les choses, dans le sens où c'est une génération de texte, et très bien tourner des refus tout en laissant des possibilités, enfin, identifier les portes ouvertes et celles qui doivent être fermées. Donc, lorsqu'il s'agit voilà, de faire des mails de refus, ça l'IA donne de bonnes inspirations. Comme tu le dis, très Déjà justement parce dans qu'elle dépasse quand Fantasia. même. Non, mais c'est très bien Laura, comme tu le dis très justement dans Fantasia, l'IA, ça permet d'automatiser, les tâches qu'on ne veut pas ou qu'on ne veut plus faire et de toute façon, l'IA le fait mieux que nous, donc pourquoi chercher à la concurrencer? Mais toute la question est plutôt de savoir, qu'est-ce qu'on réserve aux humains? Voilà. Là aussi, vous avez 3 heures, rendez vos copies, à la fin, au bout de la salle. C'était d'excellentes questions. Merci beaucoup, Louis. Et merci Franck pour le commentaire. Je pense que c'était le mot qui me manquait tout à l'heure, la justesse. L'écriture, c'est d'abord chercher cette justesse, euh, cette, euh, euh, cette authenticité. Encore une fois, un grand merci Laura. Merci à vous de nous avoir, suivis en live. Ce sera également disponible en replay et en podcast, voilà, en version audio, de la Guilde des Plumes. Venez voir un peu ce qu'on fait sur notre site internet, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on est dans le partage, voilà. C'est pas parce que, l'écriture est une pratique solitaire, je l'ai dit plusieurs fois, qu'on doit avoir des vies solitaires. On vous souhaite une excellente journée et à bientôt avec la Guilde des Plumes. Merci beaucoup. Très bonne journée.